Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition dans l'actualité de ce vendredi 28 juillet. Cahiers, stylos, cartables, les vacances touchent bientôt à leur fin. La rentrée scolaire pointe le bout de son nez. L'heure est donc aux emplettes des fournitures en tout genre. Pourra-t-elle bientôt ouvrir? Cette nouvelle société tente de s'implanter dans le marché de la dialyse, mais les deux structures privées déjà en place ne l'entendent pas de cette oreille. L'affaire est aujourd'hui devant les tribunaux. Un groupe d'électrogènes, des cartons de ravitaillement, les aides sont en route. Pompiers, sauveteurs et porteurs d'oranges aguerris sont sur le pied de guerre pour retrouver Eugène, disparu depuis lundi. Nous ferons le point avec notre invité ce soir en plateau, Maiteirea Teri-Ipaya, adjoint au chef au centre de Punaouia. On en trouve un peu partout dans le monde et même à Tahiti, destination réputée pourtant coûteuse. Mais l'auberge de jeunesse a trouvé son public. Nous partirons à sa rencontre à la fin de cette édition. 3 semaines à profiter des vacances avant le retour à l'école. L'occasion donc pour certains parents de se lancer dans la course aux achats des fournitures scolaires. Depuis un mois déjà, les enseignes de distribution réaménagent leurs rayons pour faire la place aux cahiers, classeurs, stylos et autres crayons de couleur. Mais les acheteurs arrivent encore au compte-gouttes, comme ont pu le constater Priscilla Etev et Hubert Liao. Regardez. Le stock de cahiers, c'est fait. Les copies doubles aussi. Mais la liste est encore très longue pour Hina Warren qui prend le temps de comparer les prix. 900, 400. Après, il y a le gomme à 50 francs, 45. Elle est chargée d'acheter les fournitures scolaires pour 23 collégiens. Je fais les courses pour notre opération cartable de notre association Tamarikati Lagarde. Comme c'est bientôt la rentrée, alors du coup, tous les ans, on fait l'opération cartable. Je préfère faire en avance parce que sinon, il n'y aurait plus. C'est quand on vient après, il n'y en a plus du tout, c'est plus cher. Et il n'y a pas d'âge pour commencer. Plus tôt on se prépare, plus on a de chances en effet de trouver son bonheur. Dans ces rayons papeterie installés depuis la mi-juin, pour l'instant, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. C'est plus pratique, comme ça on est prêt pour la rentrée. Puis des fois, il y a des fournitures qu'il n'y a pas dans certains magasins, donc on a le temps d'aller voir ailleurs. Je suis venue faire des courses et comme c'est bientôt la rentrée, je suis quand même passée pour voir si je devais venir acheter mes fournitures ici, si c'était moins cher ou pas. Je préfère anticiper, comme ça je ne stresse pas à la dernière minute. Les familles sont de plus en plus nombreuses à anticiper leurs achats scolaires. Pour les enseignes, c'est l'une des plus grosses périodes de l'année. C'est 85% de l'activité qui se fait les 2 mois avant la rentrée et les 15% restants, c'est sur la rentrée et puis les derniers achats suite aux modifications de liste. Le calme avant le rush donc, mais acheter maintenant ou dévaliser les rayons dans 2 semaines, ce sera du pareil au même, assurent les commerçants. Les prix ne devraient pas bouger. 11 millions de francs, c'est ce que coûte par an la prise en charge d'un patient dialysé. Aujourd'hui, 2 sociétés sont spécialisées dans les centres de dialyse. Une 3e tente de faire sa place. Pas facile de pénétrer ce marché. Dans l'incapacité de proposer un service à domicile, Faret Amatoto doit donc établir une convention de coopération avec les 2 acteurs privés déjà présents. Face au refus de ces dernières, elle traîne l'affaire devant le tribunal civil. L'objectif, obtenir les signatures de ses concurrents. Compte rendu avec Nicolas Suire et Patita Savea. Plus de 500 personnes fréquentent les centres de dialyse en Polynésie française et ce nombre augmente chaque année. Aussi, le gouvernement a lancé un appel d'offres pour la création de plusieurs dizaines d'unités de soins au mois d'avril. La société Faret Amatoto y a répondu, mais ne pouvant assurer les soins à domicile, elle doit établir une convention de coopération avec les autres opérateurs du marché. C'est chose faite avec l'hôpital, mais pas avec les 2 acteurs du privé. La société a donc attaqué en justice ses concurrents. Ce matin, le tribunal civil a rejeté sa requête car la société n'a pas présenté de cabis. On est très surpris et très déçus de la position du juge, notamment sur le cabis, parce que, comme je vous l'ai mentionné déjà, la société existe, les statuts ont été déposés, nous avons un numéro ISPF, mais malheureusement, comme vous le savez, aujourd'hui en Polynésie, on a des délais conséquents au niveau du numéro cabis. Ça ne veut pas dire que la société n'existe pas, il y a des délais de 10 mois. Pour la partie adverse, le droit a été rendu. La vraie difficulté ici, c'est que le nouvel opérateur n'est pas immatriculé. C'est une société, et une société doit être immatriculée pour être revêtue de la personnalité juridique. Sans personnalité juridique, on ne peut pas agir en justice. C'est aussi simple que cela. Donc,
effectivement, c'est difficile de négocier avec quelqu'un qui n'existe pas. Pas de négociation donc pour une éventuelle convention de coopération entre les trois concurrents. La réponse est catégorique. Cet opérateur économique qui est une SARL, donc il est là pour faire du profit, il ne veut pas traiter ses dialyses à domicile et il veut nous imputer à nous par le biais d'un accord de coopération la charge de les effectuer à sa place. Écoutez, avouez que quand même c'est fort de café. Le nouvel entrant a fait appel au droit de la concurrence, mais le tribunal a déclaré qu'il ne s'applique pas dans ce cas-là. Le droit à la concurrence se situe au-dessus de l'intérêt individuel et particulier de chaque opérateur économique. Ce droit à la concurrence aurait dû obliger l'association Apera-Purade et le cas échéant la société Isis Polynésie de mettre un terme à leurs pratiques anticoncurrentielles et de s'engager à permettre à ce nouvel acteur d'entrer sur le marché. La société Fare Tamatoto fait appel de la décision de justice et se déclare prête à engager également des procédures devant le tribunal administratif. Suite du feuilleton autour du centre de traitement des appels d'urgence. Manque d'effectifs, dysfonctionnement, conditions de travail dégradées, les temps sont durs. Alors ce matin, les Tavana des 4 villes partenaires du CTA se sont réunis avec le haut-commissaire à la mairie d'Aroué. Si aucune solution n'est trouvée, on reviendra au système d'avant, estime le maire de Punaouia. De son côté, le représentant de l'État, Eric Spitz, tente de rassurer. Un comité polynésien de la sécurité civile sera organisé à la rentrée. On les écoute au micro de Patrick Tixing. Si ce n'est pas le cas, si on n'arrive pas à aller au-delà, donc à dépasser ces difficultés, j'ai bien peur que chacun reprenne un peu ses billes et puis qu'on retourne un peu au fonctionnement qu'on avait à l'époque, chaque commune s'occupant bien sûr de la sienne. Ce qui n'empêche pas la solidarité entre une commune, parce que depuis tout temps, les communes, en tout cas Punaouia, toujours intervenues en cas de besoin majeur. On a mis les choses à plat. On souhaite améliorer la qualité de la protection de la population et on s'est mis d'accord pour l'installation d'un comité polynésien de la sécurité civile. Nous le ferons dès le mois de septembre, où l'ensemble des communes de Tahiti-Moréa, déjà pour commencer, le pays, le SPC seront présents et nous mettrons à plat les différents sujets de sécurité civile, pas seulement le CTA, mais d'autres sujets, la couverture des risques, l'élaboration d'un schéma aussi pour la couverture des risques en Polynésie. Ils sont sur le pied de guerre pour retrouver Eugène Avemey, disparu depuis lundi. Tour à tour, les membres de l'association des porteurs d'orange de Punaouia arpentent la vallée de la Punaru à sa recherche. Ce soir, un nouveau groupe d'aguerris va prendre le relais et dès demain, pompiers, sauveteurs vont se joindre aux recherches. Des vivres et du matériel vont être élitreillés sur les hauteurs du plateau des orangers. Mateirea Teripaya, adjoint au chef au centre de la commune de Punaouia, est avec nous en plateau. Yaorana. Merci d'être avec nous. Alors actuellement, combien de personnes sont mobilisées ? Alors actuellement, il y a une trentaine de personnes, de bénévoles qui sont mobilisés sur le terrain depuis mardi jusqu'à hier encore. Voilà. Et alors, du coup, là, les pompiers interviennent, se joignent effectivement donc aux recherches, également des sauveteurs, mais le temps est pluvieux, donc est-ce que du coup les recherches vont être aussi plus difficiles, même plus dangereuses ? Effectivement, avec la météo qui n'est pas avec nous, donc c'est sûr que la recherche va être un peu plus difficile puisque le terrain il est très glissant, donc il faudra encore prendre plus de précautions pour continuer les recherches. Dans sont les risques justement actuellement ? Des risques parce que ce sont des endroits qui sont très escarpés quand même, donc des risques de chute dans des ravins justement qui sont quand même assez profondes. Donc demain en fait les équipes de sapeurs-pompiers qui vont être sur place avec le grimpe, ils auront plus une vision de commandement avec justement l'appui des bénévoles qui sont déjà sur place et qui connaissent très très bien le terrain. Comment vont s'organiser les recherches à partir de demain ? Est-ce qu'il va y avoir par exemple les pompiers d'un côté, les porteurs d'orange d'un autre ? Expliquez-nous un petit peu. Alors demain, hier soir, on a tenu une réunion justement avec les bénévoles, avec les référents même aussi, la famille, avec la police municipale, la gendarmerie, l'ADPC aussi et Tawana même. Donc il y a 2 points stratégiques qui ont été déjà nommés. Ces 2 endroits, en fait, ce sont des endroits qui ne sont pas accessibles juste avec des personnes, il faut du matériel.
D'où justement Tavana nous a sollicité demain avec l'équipe du GREMP parce qu'il y a des endroits où il faut descendre à plus de 100 mètres. Donc il faut des cordages et tout un équipement pour y aller. Donc il y aura une équipe de sapeurs-pompiers qui seront dédiés à un endroit avec justement des bénévoles et pareillement sur le deuxième site avec des bénévoles et une équipe de grimpe. Nous avons aussi 2 dronistes qui seront sur place justement pour accéder, pour éviter justement que les équipes descendent et pouvoir accéder juste avec les drones, faire une petite reconnaissance avant. Là, pas n'importe qui, en fait, même en termes de bénévoles, des porteurs d'orange peut aller sur place, on est d'accord. C'est pas un appel à la mobilisation de tout le monde. Il faut que les personnes soient aguerries, c'est important de le savoir et de le dire. Exactement, parce que les équipes, depuis mardi, il y avait une trentaine de porteurs d'orange, donc ce sont des personnes qui sont aguerries. Et demain, nous attendons encore une trentaine de personnes, donc des porteurs d'orange et des chasseurs aussi. Donc ce sont des personnes qui ont l'habitude du terrain, qui connaissent le terrain comme leur poche. Donc nous ne faisons pas appel à plus de personnes car nous prenons quand même la sécurité. Avant tout, c'est la sécurité de tous, c'est pas de créer un suraccident encore pendant cette recherche. Oui, c'est un peu le risque justement donc, à éviter. Là, les recherches vont se poursuivre tout le week-end. Quelles sont les chances aujourd'hui de retrouver le disparu ? Plus les jours passent, plus les chances diminuent, mais nous gardons encore espoir. C'est pour ça qu'on s'est donné un temps de recherche, donc demain jusqu'à dimanche soir, pour essayer de retrouver. Dimanche soir, il y aura un point qui va être fait avec tous les bénévoles et tout le staff qui sera sur place. Et à partir de là, nous déciderons si les recherches vont se continuer lundi ou pas. Merci beaucoup d'avoir été en plateau avec nous et d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite évidemment beaucoup de courage pour ce week-end. Merci. Elle tombe et elle commence à faire des dégâts. La pluie a provoqué des éboulements du côté de Itia et la chute d'une ligne électrique. Les agents UDT et de la direction de l'équipement sont intervenus. La chaussée a été déblayée sur une moitié, mais le talus est toujours instable et présente un risque pour la sécurité des personnes. La route est fermée et pourrait ne rouvrir que la semaine prochaine. Il faudra donc passer par la côte ouest jusqu'à ce que la chaussée soit sécurisée. Après le Vanuatu, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, une visite consacrée à la biodiversité. Emmanuel Macron continue de décliner sa stratégie indo-pacifique sur fond de lutte contre l'influence chinoise dans la région. Difficile, voire impossible pour la France de rivaliser en termes de moyens. Le président de la République a donc décidé de mettre l'accent sur l'environnement. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, il a annoncé un nouveau partenariat et plusieurs accords ont été signés. Les explications de Laurence Théatin. 200 millions d'euros pour la région, la moitié en prêt, l'autre moitié en dons. Plusieurs accords ont été signés ici en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils portent notamment sur le verdissement du port, de l'assistance technique, notamment pour développer les énergies renouvelables. Par ailleurs, l'Union européenne doit financer à hauteur de 60 millions d'euros le projet forêt, changement climatique et biodiversité. Il sera mis en œuvre par l'AFD. La Papouasie-Nouvelle-Guinée représente 1% de la forêt de la planète et 7% de la biodiversité primaire. Et sur le chemin retour de cette tournée en Océanie, Emmanuel Macron a fait une courte escale au Sri Lanka. Une première et une visite historique qui traduit une volonté de donner corps à un projet indo-pacifique alternatif à l'influence chinoise. Retour au Fénois. Demain débute la période d'observation des baleines. L'association Oceania se mobilise pour limiter les risques de collision avec les bateaux. Depuis 5 ans, elle a mis en place l'opération Vigie Sanctuaire. L'idée, placer des observateurs sur les ferries entre Tahiti et Moorea. Leur rôle, aider les capitaines à anticiper et éviter les collisions. Julie Lecause, coordinatrice du projet, est au micro de Patrick Tixing. Vigie Sanctuaire, c'est 64 000 km parcourus, donc ça fait beaucoup d'allers-retours, 466 jours d'observation sur le terrain. Et la donnée suivante, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Vigie Sanctuaire, c'est pas moins de 519 collisions potentielles évitées sur près de 2304 observations. Ça veut dire quasiment un quart de nos rencontres. Donc 2 choses à partir de cette donnée, c'est que de 1, Vigie Sanctuaire est un programme qui fait ses preuves et que de 2, la menace de la collision est bien réelle au niveau local.
Et à l'image des grandes métropoles du monde, Papeete a son auberge de jeunesse. Et elle fait un carton. Depuis 6 ans, la fréquentation est bonne. Un rendez-vous de voyageurs et de globetrotters, une sorte de tour de Babel à petit prix. Le monde entier y a rendez-vous. Entre itinéraires et bons plans, reportage Stéphane Ratino et Patrick Tingsing. Le soir est tombé et Jean-Michel, le globetrotter, découvre le dortoir. Un intérieur propre, des lits superposés et l'idée que le voyage peut continuer demain sans trop bourses déliées. C'est top ça. Voyage, voyage. Jean-Michel, 39 ans. Normalement, je voulais pas le dire, mais trop tard c'est sorti. De Toulouse. Son secteur d'activité, l'hôtellerie. Il travaille, il épargne, et quand son budget est correct, la bougeotte du voyageur dessine des destinations sur la map monde. Déjà, c'est la meilleure localisation qu'on peut trouver. Dans toutes les villes du monde, c'est toujours très très central, et on rencontre des gens tout le temps en fait. Même sur Bora, sur Moréa, j'ai trouvé des établissements un peu du même type. Des fois chez des gens qui ont mis des lits en dortoir chez eux, et ça permet de rester un peu plus. L'auberge de jeunesse, c'est l'histoire d'une croissance digne d'une start-up. En 2017, un seul étage, et depuis le succès, tout l'immeuble y est passé. Ainsi, il y a toujours une lumière pour le globetrotter en ville. Une quarantaine de lits y est disponible. Voilà, c'est des Italiens, ils vont venir tout à l'heure. Là, c'est des Espagnols, ils vont venir sur un premier étage. Il faut comptabiliser avec la chambre. Okay. Nous sommes en train d'attendre le groupe de l'Italie, un groupe italien qui va arriver à 1h du matin. Combien de personnes? Ils sont 18. La plupart des clients qu'on a, ils prennent juste une nuit. Après, ils vont dans les îles ou dans les pays étrangers. Ils font le tour du monde. C'était 9 personnes sur ce bateau. Autour de la table, des rencontres. C'est un peu l'auberge espagnole. Daniel découvre pour la première fois l'ambiance d'un tel lieu. Voyage, voyage. Hola, yo soy Daniel, tengo 57 años, vengo de La Pampa, provincia de Argentina. Le voyage n'a pas d'âge. Une croisière sur un voilier pendant 22 jours et le retour vers l'Argentine. La pause à l'hôtel des jeunes, une seule nuit, une initiation. C'est la première fois parce que j'avais vraiment envie de l'expérimenter, ceci. J'ai tenté l'aventure, j'ai regardé les photos, le lieu. Alors je suis venu directement. Alors c'est vrai que malheureusement on a toujours des préjugés, quelques craintes. J'ai 57 ans. Mais bon, allez, j'ai décidé de faire en sorte de dépasser les préjugés. Le prix d'une nuit, 3 550 francs, avec le petit déjeuner. Alors que sa compagne dort, Philippe prépare son repas. Il a déjà dans sa boîte à souvenirs 6 semaines en Polynésie. Mais le voyage continue à Auckland ce lundi. Après Nouvelle-Zélande, qu'est-ce qui t'attend? La Nouvelle-Calédonie et le Japon et le Vietnam. Pour l'instant, le billet d'avion pour le Vietnam est pris, mais on verra ce qui reste comme temps, comme sous. À l'auberge de jeunesse de Papeete, il y a 1001 voyages qui sommeillent. Le jour d'après et toujours le continent de rêve. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. Eugène Aveimey est toujours introuvable. Pompiers, sauveteurs, porteurs d'orange, tous sont mobilisés. Les recherches se poursuivent et s'intensifient. Des vivres et du matériel partiront dès demain au plateau des Orangers. Au programme de votre soirée, direction la perle du Pacifique avec le Heiva i Bora Bora, suivi du documentaire Les trésors du Paris de la Belle Époque et enfin du football avec la suite de la Coupe du Monde féminine, Suède contre Italie et surtout ne ratez pas le match de l'équipe de France contre le Brésil à 23h50 sur notre antenne. Merci d'avoir suivi cette édition. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Demain, vous retrouverez dès 7h l'information sur vos ondes radio Polynésie la Première avec Tita Wadoum. On se quitte avec ce beau Himene du groupe Amana Hune de Bora Bora. Je vous laisse apprécier. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.